Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui est relatif à l'opération de pilotage de la sobriété d'éclairage public. Je me présente, je m'appelle Isabelle Dohat. Je fais partie du service communication rattaché à Christelle Limski, ici présente. Avant de commencer, et afin que tout le monde ait temps de venir vers nous, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros ou vos caméras aussi, c'est pour peut-être que la bande passante soit libérée, en tout cas. Et sachez également que ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra ensuite d'avoir une restitution sur nos réseaux ou directement auprès de vous. Donc, on va commencer avec ce webinaire, Opération de pilotage de la sobriété d'éclairage public, qui est organisé ce jour par les services de territoire d'énergie Loire-Atlantique, en présence notamment, on va peut-être avancer, en présence notamment de Patrick Bertin, qui est vice-président du syndicat. Patrick Bertin qui interviendra donc d'ici quelques instants, qui est par ailleurs maire de Saint-Colomban, qui est vice-président du syndicat en charge de l'éclairage public et des télécommunications, et qui est par ailleurs, en tant qu'élu territorial, au-delà d'être maire de Saint-Colomban, qui est également vice-président de Grand Lieu Communauté. Interviendra également Christelle Limski, qui est directrice générale des services de territoire d'énergie 44, mais aussi Fabien Jaéni, qui est le responsable, s'il te plaît, responsable du SKIP, le fameux SKIP, le service qualité exploitation de l'éclairage public, et enfin Anthony Thomas, qui est notamment responsable de l'exploitation, maintenance de l'éclairage public, mais aussi des IRVE, ce qui est moi le propos ce jour. Peut-être une petite note, remarque en termes d'organisation, pardon, je te fais revenir en arrière. Donc, si c'est possible pour vous, donc de bien éteindre votre micro et votre caméra. Je le disais à l'instant, le webinaire est enregistré et vous recevrez par mail donc, le support de présentation, le replay de la vidéo enregistrée, et de manière, et pour que tout se déroule le plus parfaitement possible, en tout cas nous l'espérons, si possible pour vos questions, utilisez la messagerie instantanée. Nous prévoyons de consacrer à la fin de ce webinaire un temps de questions-réponses. Donc, merci, s'il vous plaît, de ne pas intervenir pendant le déroulé de la présentation. Et puis, pour toutes les questions qui sont plus spécifiques à votre collectivité, elles pourront être adressées directement à vos interlocuteurs TE44, si vous en êtes d'accord. Je vais donc céder la parole à Patrick Bertin, donc vice-président délégué à l'éclairage public et aux télécoms de Territoire d'énergie Loire-Atlantique. Donc, bonjour à tous. Donc, d'abord, je voudrais excuser Raymond Charbonnier, président de Territoire d'énergie de Loire-Atlantique, qui est en vacances, pour des vacances bien méritées, pour un temps bien mérité. Donc, cette animation sera animée, comme on l'a dit, par Christelle Limski, à mes côtés, donc la DGS, Anthony Thomas, responsable d'exploitation, maintenance et éclairage public, et Fabien Jaéni, responsable du service qualité, expertise et éclairage public du fameux SKIP. Donc, pourquoi ce webinaire? Donc, la semaine dernière, on vous a envoyé un courrier pour un programme ambitieux qui débutera à l'automne et qui vise à remplacer sur plusieurs années les horloges obsolètes contenues dans vos armoires d'éclairage public. Cela concerne environ un potentiel de 2500 équipements où il s'agira d'installer une horloge astronomique de quatrième génération équipée de modules de télécommunication. Elles permettront de simplifier la gestion des horaires d'éclairage, diminuer les coûts d'exploitation, réaliser bien sûr des économies d'énergie tout en contribuant à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Comme je viens de le dire, il s'agit d'un programme ambitieux dont Christelle, Anthony et Fabien vont vous expliquer les enjeux et ce en quoi consiste concrètement. Alors, ce programme puise sa source dans le plan de sobriété. Donc, vous êtes 128 collectivités à vous engager sur ce premier hiver. Donc, de notre côté, nous avions annoncé sur ce plan de sobriété serait poursuivi. Donc, promesse tenue. Donc, vous avez sans doute entendu parler du fonds vert mis en place par le gouvernement en début d'année, géré par la préfecture dans chaque département et qui vise
parmi les différents axes, l'éclairage public, va justement nous permettre d'aller plus vite et plus loin. Donc, je voudrais attirer l'attention sur le fait que nous pouvons initialement prétendre à une enveloppe de l'ordre de 300 000 €, ce qui est généralement octroyé dans les autres départements dans les Pays de Loire. La préfecture de Loire-Atlantique s'est engagée à plus de 950 000 €, et ce, rien que sur la première année. Donc, il faut bien dire que ces 950 000 € au départ, on était loin de les obtenir, hein, parce qu'on était parti sur 300 000 €, et les négociations étaient difficiles, mais fructueuses. Cette enveloppe est véritablement inédite car le programme que nous avons proposé à l'État est lui-même inédit. Il montre un réel engagement de l'État et de TE44 auprès des collectivités pour renforcer la sobriété de vos parcs d'éclairage public et ainsi contribuer à la transition énergétique de vos territoires. Je tiens à souligner la réactivité et la force de conviction dont ont fait preuve les élus de TE44 et nos services pour parvenir à un tel résultat, dont vous, collectivités, membres de TE40, êtes les seuls bénéficiaires. Au final, ce programme de sobriété énergétique constitue une nouvelle illustration des engagements de TE44 envers les adhérents. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. On va changer. Eh bien, un beau webinaire dont le sommaire s'affiche sous vos yeux. On va consacrer une vingtaine de minutes au contexte avec la présentation, en tout cas pour rappel, le programme de sobriété d'éclairage public qui a été lancé l'hiver dernier, et puis le programme nouveau. L'objectif qui est de fluidifier aujourd'hui, dans une deuxième phase, les reprogrammations. Et évidemment, le troisième volet, c'est celui du fonds vert, éclairage public, avec une action qui doit être rapide et massifiée. Deuxième gros morceau, j'allais dire, de ce sommaire, c'est justement le programme. Qu'en est-il? C'est donc le déploiement d'horloges de 4e génération et de modules de communication avec les modalités de déploiement, le matériel qui a été retenu, le calendrier de la phase 1 pour l'hiver prochain, et ensuite et après avec un petit point d'interrogation, et enfin un temps qui sera consacré aux échanges entre vous et nous. Dès lors, je cède la parole à Christelle Imski pour le contexte. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc, en quelques minutes, pourquoi on a choisi de mener cette opération avec vous, pour vous et avec l'État sur l'éclairage public? Vous avez tous, nous avons tous vécu finalement en 2022 la crise énergétique qui était à la fois une pénurie d'énergie et un impact sur les prix d'énergie qui font qu'on a tous remis sur le devant de la scène la question d'économie, la question de sobriété. Et donc, le premier input international, qui ne dépend pas de nous, était celui-là. À gauche, donc, on avait travaillé avec l'ensemble des élus de Territoire d'énergie 44 dès 2020 à un projet de mandat. Et l'un des 4 piliers était clairement déjà identifié en 2020 et c'était la sobriété, justement. Parce qu'on le voit à droite, on a deux approches un peu plus internationales. L'approche des scénarios prospectifs de l'ADEME, c'est-à-dire des scénarios possibles pour, on va dire, mieux utiliser et mieux vivre la partie énergétique au quotidien. Dans chacun de ces scénarios, il y en a 4, la sobriété a toujours une place à part entière. Et donc, avant de parler d'énergie renouvelable, avant de parler d'énergie locale versus énergie nationale, internationale, la sobriété est toujours au cœur des débats. Et en même temps, on a aussi une notion qui arrive avec la crise énergétique et la crise mondiale, qui est une notion de manque de matières premières. Donc, on a une vraie réflexion à avoir pour réduire, on va dire, nos besoins, réduire nos travaux, réduire nos investissements. Donc, finalement, tout ça converge aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là, vers une sobriété énergétique et économique qui est indispensable pour vous en collectivité, qui est indispensable aussi pour nous qui sommes issus des collectivités. Et donc, les actions de Territoire d'énergie pour vous, elles sont sur 4 plans. Donc, auprès de vous, on a travaillé à un plan de sobriété d'urgence pendant l'hiver 2022-2023 qui était à la fois sur l'éclairage public et sur les bâtiments publics. Donc, on y reviendra sur l'éclairage tout à l'heure avec Anthony et Fabien. Aussi, sur une partie du territoire, sur une partie des communes rurales, on est en train d'expérimenter un remplacement des boules d'éclairage public et des ballons fluo. Vous savez qu'on a un décret contre les nuisances lumineuses qui nous oblige à remplacer ces équipements qui sont néfastes pour la biodiversité et néfastes pour la consommation énergétique. Et donc, on a commencé à expérimenter avec une avance sur plusieurs années des frais de
d'investissement. Et donc, voilà, cette expérimentation est en cours. On en tirera sur 2024 les conclusions pour l'étendre à l'ensemble des collectivités. Alors, troisième action, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est mieux piloter l'éclairage public. L'année dernière, on y reviendra, on a été à vos côtés pour augmenter, on va dire, les extinctions cœur de nuit. Mais l'hiver prochain, il est probable, et les hivers d'après également, il est probable qu'on doive de plus en plus être souple sur ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire soulager le réseau de consommation d'éclairage public, par exemple. Et donc, cette action va nous permettre de le faire. Et puis, une quatrième action qu'on a auprès de vous sur les bâtiments, l'action de sobriété sur les bâtiments, c'est une dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Cocon 44, et qui est finalement, qui vous permet au niveau des communes de territoire d'énergie 44 de bénéficier d'une opération clé en main pour isoler les combles des bâtiments publics. Donc, c'est une première action de masse et il y en a d'autres qui sont en cours de préparation. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de l'action de masse du pilotage d'éclairage public et je vais laisser Anthony vous présenter plus en détail l'opération. Petit mouvement de scène. Pas de cinéma, tout se passe très bien. Merci. Merci Christelle. Première phase du plan de sobriété d'urgence qu'on a mené avec vous et pour vous, ça a été, comme le disait Christelle, d'agir sur l'extinction de votre éclairage public en cœur de nuit. Pour rappel, nous avions préconisé un minimum de 23 heures, 5 heures en termes de plage d'extinction nocturne. Pour ce faire, nous avons dû aller dans vos communes, dans vos collectivités, reprogrammer une par une les armoires avec les nouveaux horaires, à la condition, bien sûr, de la prise d'un arrêté municipal qui précisait ces horaires de fonctionnement. On avait visé cette plage de 23 heures, 5 heures pour se fixer un objectif qui était raisonnable de 50% d'économie d'énergie par rapport à un fonctionnement en permanent. Point important, l'éclairage public est une source de consommation importante de vos collectivités. On le sait, aujourd'hui, ça représente 25% de votre consommation électrique. Donc, il fallait vraiment avoir un levier incitatif pour vous et qui vous permette de faire des économies. Le plan de sobriété d'urgence a été mené sur 128 collectivités qui ont adhéré à ce plan, ce qui représente à peu près 2500 armoires reprogrammées et qui a eu un impact positif sur près de 65 000 foyers. Point important, les élus ont vraiment voulu marquer le coup en prenant en charge financièrement cette reprogrammation et ce passage du permanent vers le temporaire. Donc ça, c'était un message fort de nos élus pour passer l'hiver avec vous. Slide suivante. Le contexte, et là je vais laisser la parole à Fabien, puisqu'on va maintenant parler de l'objectif qu'on s'est fixé avec vous, c'est de fluidifier les reprogrammations maintenant de l'éclairage public. Ah, pardon. Donc, l'objectif était d'intervenir sur l'organe de pilotage qui est l'horloge dans l'armoire de commande. À ce jour, on n'avait pas réalisé d'action de grande ampleur sur les armoires de commande. Donc, il nous a semblé évident, après l'hiver 2022 et toutes les actions sur la reprogrammation, qu'il soit réalisé une opération de grande envergure sur ces armoires. Alors, c'est pour cette raison qu'on a identifié cette action pour éradiquer tous les modèles d'horloges obsolètes sur lesquels vous l'avez sûrement déjà vécu, qui sont allumés en plein jour. L'objectif de cette action et de ce pilotage d'armoire va permettre de fluidifier les reprogrammations et puis les éventuels délestages qui seraient demandés. Sans oublier qu'on a d'autres actions qui sont en cours, comme éradiquer les ballons fluo et les boules. Donc ça, c'est une action qui est déjà démarrée en expérimentation et qui sera prolongée sur les années à venir. Une autre action qui se fait déjà depuis plusieurs années, c'est la rénovation des luminaires obsolètes et vétustes par du remplacement en luminaire LED. Donc, depuis 2015, 100% de nos luminaires sont remplacés en LED. Et une troisième action qui est vous aider à bien définir le besoin de l'éclairage public et se poser la question des éclairages existants, s'ils doivent être conservés.
Donc, ce qui fait le lien avec le fonds vert, puisque le fonds vert, on s'est vraiment axé sur une action rapide et massifiée pour vous au sein de TE44. Pardon. Le fonds vert, pour rappel, c'est 12 actions, dont une qui concerne l'éclairage public et qui permet de rénover cet éclairage public. Donc, l'action qu'on s'était fixée avec la préfecture, c'est d'avoir une action rapide et massifiée. Et tout simplement aussi parce que vous avez transféré la compétence de votre éclairage public vers TE44, ce qui nous permettait à nous de nous positionner sur une enveloppe mutualisée et de discuter avec l'État de manière massifiée. La proposition de l'État, et Patrick Bettin l'a rappelé, au départ était de 300 000 €. Aujourd'hui, au 13 juin, ils nous ont confirmé que cette enveloppe était portée à 950 000 € avec une reconduction possible en 2024. On n'a pas encore le montant, on vous le communiquera ultérieurement dès qu'on le saura. Mais deuxième message fort, c'est qu'aujourd'hui, l'État souhaite que cette opération soit reproduite en 2024. Si on transpose ça aux communes, ces 950 000 €, ça ferait environ 5 000 € par adhérent. 5 000 €, vous me direz qu'on n'aurait pas la possibilité, on aurait d'autres possibilités comme rénover l'éclairage public, etc. etc. Ce n'est pas du tout la direction qu'on a souhaité prendre. Pourquoi 5 000 €, ça serait 2 luminaires. 2 luminaires, ça n'aurait pas de sens en termes de massification et de rapidité d'action. Nous, notre objectif, c'est de faire passer l'hiver 2023-2024 dans de meilleures conditions, puisque nous n'avons pas de visu aujourd'hui sur les tendances d'un point de vue énergétique en termes de consommation ou en termes de réduction, comme a si bien pu le dire Christelle, de cette énergie. On sait aussi et surtout que le contexte économique international nous tente sur les délais d'approvisionnement des matériaux. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu globaliser, centraliser, mutualiser notre impact sur ces horloges, puisque c'est quelque chose qui était maîtrisable en termes d'approvisionnement et donc d'avoir un impact fort en termes énergétiques, de coûts et de délais. Donc, l'opération de pilotage de la sobriété d'éclairage public prenait tout son sens. Donc, du coup, on va vous présenter maintenant le schéma de déploiement des horloges de 4e génération et des modules de communication et les modalités de déploiement que nous avons imaginées. Elles vont se faire en 2 phases. La première phase qui va se faire cet hiver, pour l'hiver 2023-2024, et la prochaine phase dont je parlerai ultérieurement sur la phase 2. Mais la phase 1, d'abord, elle va cibler les adhérents à la compétence investissement plus maintenance en éclairage public, avec une priorité donnée aux adhérents au niveau 2, niveau 3 et à toutes les EPCI adhérentes à la maintenance. On sait qu'on aura certainement l'enveloppe suffisante pour pouvoir peut-être aussi contenter des communes de niveau 1 qui sont en maintenance au sein de TE44. Donc, on vous demandera de vous positionner ensuite sur cette phase 1 après les adhérents de niveau 2, niveau 3 et les EPCI. Une deuxième phase sera menée courant 2024-2025 avec une enveloppe budgétaire qui reste à déterminer avec la préfecture, où là, on ouvrira le champ à toutes les autres communes adhérentes à la maintenance au niveau 1, les nouveaux adhérents à TE44 qui rentrent en cours d'appel d'offres, de marché, mais aussi les communes adhérentes seulement à la compétence investissement. Tout ça reste à construire. Nous, ce qu'on a ciblé, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2500 horloges recensées qui sont à changer pour aller vers des économies d'énergie certaines. Le message fort qu'a voulu passer TE44 aujourd'hui avec les services de la préfecture, c'est que le reste à charge pour les adhérents de la phase 1 serait de 0 €. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, TE44 et l'État vont couvrir 100% des dépenses pour le remplacement des horloges et des modules de communication, dont on va détailler le process juste après. Donc, un petit prérequis sur les horloges. Donc là, vous avez une photo de 2 armoires de commande avec un petit zoom sur les 2 horloges. L'intervention sur l'armoire de commande, c'est le changement d'horloge. Et pour ce faire, il faut que les armoires de commande soient sécurisées. Donc, c'est important pour l'intervention des prestataires. Ne sera faite cette action-là que uniquement si l'horloge et l'armoire de commande est sécurisée. Donc, on reviendra vers vous si on a des cas particuliers d'armoires de commande non sécurisées qui mettraient en danger finalement les intervenants. Comment va se dérouler le déploiement? Donc,
on a séparé en deux parties le parc d'éclairage public. Si l'armoire de commande alimente plus de 5 foyers lumineux, on a 3 cas. Le premier, si l'armoire de commande est déjà équipée d'une armoire de 4e génération, on aura juste la fourniture et pose d'un module de communication. Dans le cas où c'est une horloge de 3e génération qui est dans l'armoire de commande, elle sera remplacée par une horloge de 4e génération qui permet d'être équipée d'un module de communication. Mais cette horloge, aujourd'hui, a des fonctionnalités assez pratiques et on va donc les réemployer. Et puis, on a le cas numéro 3, où c'est des horloges obsolètes, type mécanique, comme vous l'avez vu sur la photo tout à l'heure, où il n'y a pas de possibilité de faire des réglages journaliers ou annuels. Donc, ces horloges seront remplacées par des horloges de 4e génération avec le modèle de communication. Donc là, vous voyez bien que sur l'ensemble des armoires qui ont plus de 5 points en pilotage, elles seront toutes équipées d'une horloge de 4e génération avec un module de communication. Pourquoi, hein, c'est très important de le souligner, le but c'est toujours de faire des économies pour vous dans le cadre de la sobriété et surtout, et ça on y tient, d'avoir une fluidité du pilotage dans le cadre peut-être de futurs délestages, qu'on a pu le dire, et surtout de reprogrammation la plus facile possible. Et donc, on a l'autre cas, les armoires qui alimentent moins de 5 points lumineux, donc sur lequel, pour une question aussi de sobriété des investissements, comme je vous expliquais tout à l'heure, si le cas numéro 1, l'armoire de commande est équipée d'une horloge de 4e génération, on va la laisser en place, mais on ne mettra pas de pilotage sur cette armoire. Souvent, ces cas, c'est des éclairages au niveau d'aubette de bus ou de points particuliers. Le cas numéro 2, pareil, une armoire qui est équipée d'une horloge de 3e génération, pas d'action, on la laisse en place. Et cas numéro 3, c'est une horloge obsolète, type mécanique, comme je vous disais tout à l'heure. Là, c'est à ce endroit-là qu'on va récupérer les horloges déposées sur les armoires de plus de 5 foyers, qu'on va rééquiper sur les armoires de commande en points isolés. Donc voilà. Donc, comment ça va se dérouler? On a fait une analyse sur le parc d'éclairage public et on a, si vous voulez, fait une analyse sur tous les types d'horloges existantes qui sont connectables et on a retenu 2 produits, le Cometa AS4 et BH Technologies Radiolite, et vous voyez le découpage par commune en fonction de ce que vous avez déjà sur votre parc. Oui, c'est très important de le souligner. On n'a pas voulu changer les technologies qui étaient déjà présentes sur vos collectivités. On ne va pas changer les fournisseurs. On va bien garder l'homogénéité du parc par collectivité en termes d'horloge. Et donc, on viendra juste, comme Fabien l'a détaillé précédemment, intégrer un module de communication sur les armoires qui alimenteraient plus de 5 foyers, mais toujours en gardant de vue qu'on garderait ces 2 fournisseurs historiques qui sont Cometa et BH Technologies. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas cette donnée-là pour les communes qui sont hors maintenance et les EPCI qui sont hors maintenance. Donc, il y aura tout un travail d'investigation dans la phase 2 qui sera mené pour voir vers quel modèle on partira avec vous. Et vous aviez tout à l'heure la carte des EPCI oui. pour les modèles d'horloge. Calendrier de déploiement de cette phase 1. Donc, voilà, pour rappel, les critères, hein, comme je le disais précédemment, ça va être priorité aux adhérents de niveau 2, niveau 3, toutes les EPCI adhérents à la maintenance, et ensuite, par ordre d'arrivée, les collectivités qui se positionneraient et qui sont adhérents à la maintenance au niveau 1, pour atteindre le plafond qu'on a fixé par la préfecture de 950 000 €, plus les 20% injectés par TE 44. Il va s'organiser ainsi pour ce calendrier. Donc, vous avez reçu précédemment, comme le disait Patrick Bertin, un courrier d'annonce sur ce fond vert. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble, via ce webinaire, quelles sont les modalités d'organisation de ce déploiement d'horloge. Vous avez une date limite de retour à nous faire via un formulaire qu'on va vous transmettre via un lien dans ce webinaire, où il faudra vous positionner sur le fait de vouloir être avec nous et d'aller avec nous pour le déploiement de ces horloges sur vos collectivités. Donc, vous aurez jusqu'au 13 juillet pour nous faire part de votre choix. Ensuite, on reviendra vers vous courant septembre pour à peu près 80 collectivités, je pense qu'on ciblera dans cette phase 1, et pour organiser avec vous les différentes interventions que l'on va mener et qu'on va phaser sur le terrain.
Ces installations vont avoir lieu à partir de courant octobre, le temps que nos prestataires achètent le matériel, puissent ensuite derrière installer chez vous les horloges et les modules sur les 80 collectivités qu'on aura ciblées. Et ce déploiement va s'organiser sur la période d'octobre 2023 jusqu'à juin 2024. 11 décembre, à peu près mi-décembre, on reviendra vers toutes les collectivités qui seront dans la phase 2 pour détailler avec vous quelles sont les informations que l'on aura de par la préfecture et ce qu'on aura pu statuer, nous, en termes de déploiement de cette seconde phase pour les horloges de 4e génération et les modules de communication. Un petit rappel, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a un côté impératif d'intervenir sur des armoires qui sont en sécurité pour les personnes qui vont intervenir changer les horloges. Donc, on aura quelques cas, comme ici présent, sur lesquels il y aura un danger. Et donc là, ce sera au cas par cas. On vous recontactera en disant, voilà, on ne peut pas intervenir sur celle-ci. Ça nécessitera une intervention spécifique de mise en sécurité. Mais attention, l'opération, ce n'est pas une mise aux normes des commandes d'éclairage public. L'objectif, c'est de changer l'horloge et de travailler en sécurité. Donc, c'est pour ça que mes services reviendront à chaque fois au cas par cas vers les communes, quand les prestataires qui seront mandatés pour aller changer l'horloge et mettre en place, dans les cas où on a évoqué le module de communication, et qu'elles se verraient face à un risque d'électrisation ou d'électrocution, reviendraient vers vous, les collectivités, pour vous faire un devis de sécurisation de l'horloge. Mais comme l'a si bien dit Fabien, en aucun cas, on ne remettra aux normes. Ce n'est pas l'objet et ce n'est pas le message qu'ont voulu faire passer les élus de TE44. Ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en place ces modules pour passer les prochains hivers. Et après, quel est le futur? Comme je vous disais, il va falloir prendre rang pour vous positionner sur la phase 1 de ce projet. Pour les adhérents à la maintenance niveau 3, niveau 2, toutes les EPCI, peu importe le niveau d'adhésion, et ensuite aussi pour les communes de niveau 1 qui souhaiteraient se positionner sur cette première phase. Donc, nous allons vous transmettre le lien dans ce webinaire, voilà, via ce webinaire, et il faudra compléter le formulaire qui s'affichera quand vous aurez cliqué sur ce lien. La règle est simple, hein. Premier répondu, premier servi par zone géographique. Bien entendu, on va essayer de regrouper pour nos prestataires par secteur géographique. Mais vous inquiétez pas, si vous avez répondu, vous êtes sélectionné, vous serez retenu dans les phases de déploiement. D'habitoire, pour rappel, 13 juillet, pour nous permettre de nous organiser. Et comme je vous le disais, les modalités de phase 2 sont en cours de réflexion avec la préfecture et les services de l'État et au sein de TE44 pour pouvoir, après, derrière, vous apporter entière satisfaction. Il est bon de rappeler qu'aujourd'hui, c'est TE44 qui assume les risques en tant qu'exploitant du réseau d'éclairage public. Donc, c'est à nous de maîtriser les actions d'exploitation, puisque c'est nous qui les supportons. Donc, pour rappel, vous décidez des horaires via un arrêté municipal et nous les appliquerons via la reprogrammation. Maintenant, les modalités de fréquence de changement d'horaire, nous ne les avons pas encore définies avec les élus. Ce sera à venir pour voir la fréquence d'intervention de ces changements des horaires et les modalités relatives à ces changements. Nous avons bien tenu le timing puisque nous sommes en avance. Et vous allez même avoir le luxe d'avoir une demi-heure de questions-réponses. Donc, nous sommes à votre écoute. On vous demandera de réactiver votre micro ou de nous poser les questions dans le chat. Alors, il y en a déjà quelques-unes par chat. Voilà. Donc, Laurence Guimine demande à ce qu'on puisse rappeler à quoi correspondent les niveaux de maintenance. Les niveaux de maintenance, vous avez adhéré au sein de TE44 à des niveaux de maintenance. Le niveau 1, c'est le niveau curatif de base. Le niveau 2, c'est curatif préventif. Et le niveau 3, c'est le taux de disponibilité de votre parc qui doit être de l'ordre de 99%. Donc, si vous êtes adhérent à la compétence maintenance investissement, vous avez obligatoirement pris une délibération municipale où vous avez spécifié le niveau d'adhésion à la maintenance. Si on peut remettre la carte, peut-être, Isabelle. Oui. J'arrive. Non, c'est pas bien. Non. Vous allez retrouver sur la carte, puisque la carte que nous avons, que nous avons projetée avec les couleurs violette et bleu,
ce sont pour les communes qui adhèrent à la maintenance. Donc, si vous voyez votre commune qui s'affiche en rose ou enfin en violet ou en bleu, c'est que vous êtes adhérent à la maintenance. Il y avait également une autre question qui était relative finalement, quel est le bénéfice attendu du changement des horloges? Donc, on va le redire, peut-être. Alors, il y a deux bénéfices sur le changement d'horloge. Le premier, c'est justement la fluidité et la réactivité qu'on peut avoir dans le changement de la programmation et des éventuels délestages pour l'hiver prochain. Et l'autre bénéfice, c'est le temps d'allumage. Une horloge mécanique, elle va s'enclencher quasiment tous les jours à la même heure, alors qu'une horloge Astro de 4e génération, elle reconnaît les jours, elle reconnaît le week-end, on peut le programmer de façon différente, et elle va réadapter en fonction des éphémérides tout le temps d'allumage. Elle pourrait être couplée, bien sûr, cette programmation avec vos objectifs de sobriété. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous souhaitez couper totalement en été votre éclairage public, on pourra le faire à distance via ces modules de communication. Idem, si vous avez des fêtes que vous avez prévues, des événements festifs sur vos collectivités, et que vous souhaitez rallumer votre éclairage public, nous pourrons prendre la main à distance, ce qui évitera aussi à des prestataires de pouvoir se déplacer. Aussi, on est aussi dans cette dynamique. Alors, peut-être deux questions en lien. Est-ce que de M. Jacques Moreau de Saint-Même, est-ce que ces nouvelles horloges permettront une action de modification d'horaire par nos services internes ou cela nécessitera toujours le module spécial du prestataire de maintenance? C'est une chose. Et puis après, sur les modalités en fait, d'inscription, puisqu'on a fait état, ce qui n'a rien à voir, on a fait état de l'inscription suite au courrier. Armel, Roulic, demande si, lorsque l'inscription est déjà faite sur Outlook, suite à l'envoi initial du courriel, y a-t-il besoin à nouveau de remplir un formulaire? Alors, deux questions dans l'une. La première question, comme on l'a rappelé précédemment, TE44, de par le transfert de compétences de l'éclairage public de vos collectivités envers notre collectivité territoriale, assume les risques et donc doit maîtriser l'exploitation et la maintenance de l'éclairage public. C'est-à-dire que c'est à nous de reprogrammer obligatoirement les horloges. Vous devez, condition sine qua non pour qu'on le fasse, prendre un arrêté municipal. Mais à aucun moment, vous pouvez avoir la main dessus sur cette reprogrammation, pour la simple et bonne raison, c'est que derrière, si la reprogrammation qui est faite par vos services n'est pas en lien avec un arrêté municipal, obligatoirement, il y aura une distorsion, il y aura un problème entre l'écrit et le réalisé. Et en cas d'accident, oui. Et un deuxième axe aussi sur la reprogrammation. Là, aujourd'hui, on va avoir un module de reprogrammation à distance. Et le danger, c'est si quelqu'un manipule et enclenche finalement l'éclairage public alors qu'une entreprise est en train d'intervenir sur l'éclairage public, il y a un gros risque d'électrisation. Donc, dans un premier temps, c'est impératif que uniquement l'exploitant a la main sur la reprogrammation. Ouais, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir deux autorités qui décident de ce qui se passe sur l'éclairage public en même temps, parce qu'il y a un risque, humain, réel, d'intervention, alors qu'une autre personne est en train d'agir sur le même équipement. Attention aussi, en cas d'accident aussi, ça c'est un cas de figure, où vous devrez rétablir de l'éclairage public pour faciliter l'intervention des secours. Nous avons des possibilités de revoir ça, mais en aucun cas vous ne pouvez, en cas d'autres cas le faire. C'est très important, puisque nous sommes à distance, et donc si nous allumons et déclenchons l'éclairage public, nous ne pouvons pas savoir s'il y a d'autres entreprises qui interviennent au même moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de reprogrammer. Par contre, on est en train d'étudier la solution de la marche forcée. C'est-à-dire qu'il y a un accident de circulation et l'éclairage public est dans une période éteinte. On est en train de voir pour pouvoir réallumer, pour sécuriser. Donc là, vous aurez la main, ils sont sur site. Mais voilà, on est en train de cadrer ça pour ne pas créer en fait un suraccident et qu'après l'accident de voiture, il y a un accident d'électricité. Et je voudrais rajouter, en cas de manifestation, quand il y a des manifestations sportives ou culturelles, il faut qu'on puisse mettre l'éclairage public de façon forcée. Donc, il faudra bien réfléchir. C'est pour ça que nous, ça sera une sensibilisation qu'on devra faire auprès des collectivités pour que l'arrêté municipal soit cadré sur ça, avec une annexe, puisque généralement, vous connaissez dans vos collectivités la fréquence et les dates des manifestations sportives. Donc, mes services reviendront obligatoirement vers les collectivités pour connaître vos besoins et afin que nous, on puisse anticiper ces reprogrammations. Voilà.
Et la deuxième question, c'était de M. Roulet qui voulait savoir Voilà. si il devait reprendre rang via le formulaire. Oui, il serait préférable de reprendre rang via le formulaire pour qu'on puisse bien avoir voilà, la bonne information et qu'on puisse la recouper. Donc, je vous invite, après le webinaire, quand on vous aura transmis le PowerPoint de présentation, à bien cliquer sur le lien pour prendre rang. Est-ce que cette réponse vous convient, Monsieur Roulic? Je voyais que vous aviez la main levée. Oui, c'est bon, merci. Oui, Ok. merci à vous. Une autre question, y a-t-il d'autres Oui, il y a une autre question Oui, sur le modèle d'horloge de 4e génération Ouais. pour la marque Radiolite. Pardon. Radiolite. Alors, la question, c'est de savoir. Quel est le modèle pourquoi d'horloge? Alors, c'est. Quels sont les nouveaux modèles, quels sont les modèles d'horloge de 4e génération pour la marque Radiolite? Alors, Les références. elles sont nommées Radiolite 410, 420, 430. Ça, c'est très technique. Ces horloges permettent en fait de reconnaître, comme je vous expliquais tout à l'heure, tous les jours. Elle reconnaît qu'on est le 1er janvier, le 2 janvier, le 14 juillet. Elle reconnaît si on est un lundi ou un samedi. Et on peut y brancher un module de telle gestion. Sur les séries 300, même chose sur Cometa, ils ont la même dénomination, c'est AS3 ou AS4. Tout ce qui est 4e génération permet du pilotage et de reconnaître les jours et le calendrier. Donc voilà le plus par rapport à une série 3. Donc la S3 ou les Radiolite 300, elles n'ont pas ce module de télégestion. Il n'y a pas possibilité de le rajouter. Et ce sont des technologies qui existent déjà sur vos collectivités. Vous êtes déjà pour certaines équipées de Radiolite 420 ou 430 ou de Cometa AS4. Pour info, on a analysé une dizaine de fournisseurs d'horloges avec les avantages et inconvénients de chacun et on a retenu ces deux-là. Moi, j'avais une question. Oui. Bonjour, Michel Guillard, maire de la Chapelle-Launay. Nous, on a du coup travaillé avec vous pour changer nos horloges pour des horloges astronomiques il y a un an et demi. Je ne sais plus exactement si c'est fin 2021 ou début 2022. Du coup, comment on sait quel type d'horloge on a à disposition? Est-ce qu'on a déjà des horloges de niveau 4 et est-ce qu'on a un module de communication ou pas? En fait, on a un intérêt à candidater, être présent ou pas? Alors, vous avez intérêt à candidater parce que vous n'aurez finalement pas de module de télécommunication sur les horloges. On n'en a pas installé jusqu'à aujourd'hui. On en a quelques-uns en test. Vous n'aurez que des séries 300 ou 400 mais qui ne sont pas pilotables. Donc, vous avez ciblé sur une collectivité qui a déjà des modules, des armoires de type série 4. Finalement, on a quand même le module de télégestion à installer. Donc, il faudra obligatoirement prendre rang. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, les services connaissent les modèles qu'ils ont installés et reviendront vers vous. Si vous avez un doute, prenez rang sur le formulaire et on analysera l'ensemble de votre parc. Voilà. Oui, d'accord. Je me posais l'intérêt d'y aller ou pas, vu qu'on avait changé nos horloges il y a peu de temps finalement pour des astronomiques. Tout à fait. Mais vraiment, notre axe, ce sera la sobriété et on changera le minimum, bien sûr. Oui, d'accord. Autre question, Merci. à quel tarif intervenez-vous pour reprogrammer l'horaire d'une horloge pour l'organisation d'une manifestation? Alors, comme j'ai pu le dire précédemment, nous sommes à l'étude sur les modalités de fréquence de reprogrammation des horloges. Aujourd'hui, ça n'a pas été défini par les élus conjointement avec les services pour voir le nombre de fois où on allait intervenir auprès des collectivités et derrière le tarif qui serait associé ou pas. Pour l'instant, on est en pleine création de ces modalités. Alors, pour être totalement transparent, ce qui nous a empêché de définir ces modalités-là, c'est que, par expérience, il se peut que certaines communes nous demandent une intervention 10, 15, 20 fois par an. Et c'est vrai que quand on multiplie par le nombre de communes impactées, on en arriverait à devoir embaucher pour pouvoir répondre à ce pilotage. Donc, en fait, ce qui va se profiler, ce sera sûrement qu'on a quelques interventions gratuites de base et le calcul est à quantifier. Et donc, on aura quelques interventions gratuites de base pour chaque commune. Et après, quand vraiment il y a une grande variabilité, là, on va sûrement réfléchir à un tarif. Donc, voilà, pour être totalement transparent, c'est ce à quoi on est en train de réfléchir. Ça répond à votre question? Ah, on a encore une autre question. On en a même deux de Monsieur Joly. Est-ce que les économies
qui en découleront donc de ce changement peuvent être quantifiés? Question à des fins d'une éventuelle communication à la population. Très bonne question. On pourra raisonner en deux temps, en une réduction de consommation énergétique, comme on a pu le faire pour la sobriété, puisque obligatoirement, comme le disait Fabien, vous avez certainement dans vos communes des horloges mécaniques qui s'allumaient et s'éteignaient toujours à la même heure. Donc le décalage crépusculaire lié à l'éphéméride n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, on pourra vous donner cette variabilité et donc les gains énergétiques associés à cette variabilité. Après, derrière, vous transposez ça avec un gain financier. Malheureusement, ça va être compliqué par rapport à tout ce qu'on a pu voir en termes de fluctuation aujourd'hui des prix de l'énergie. Savoir si vous êtes adhérent au groupement ou non, ça va être très compliqué de quantifier. Nous, ce qu'on a pu faire, c'est transposer ça à un retour sur investissement. Et le retour sur investissement qu'on a projeté avec des données basiques de base, c'était 5-6 ans, si je ne m'abuse, en termes de retour sur investissement. Mais je préfère vraiment être prudent sur ce retour sur investissement en termes d'annuité et rester sur des gains énergétiques qu'on pourra vous transmettre. Si je peux donner excusez-moi, si je peux donner une action concrète en fait sur la commune, puisqu'on est passé avec ces horloges astronomiques il y a un an, du coup on a un an de retour d'expérience, on a réduit les consommations de 21% sur l'année 2022 en fait, pour la Chapelle-Launay. Merci pour ce retour. Je peux expliquer ce chiffre-là. Alors du coup, il y a aussi peut-être d'autres éléments qui viennent dedans. On a réduit l'éclairage sur la période de Noël qui doit être pris sur l'éclairage public, je pense. On avait déjà une extinction nocturne, on a juste augmenté un peu la plage. Donc voilà, on a trouvé que la différence était importante, mais voilà, c'est ce qui s'avère pour l'année 2022. Si vous voulez, les horloges de 4e génération permettent une économie d'à peu près une demi-heure sur les 3e générations et jusqu'à 2 heures sur une horloge mécanique. C'est-à-dire que les programmes qui sont à l'intérieur sont plus performants et permettent l'allumage et l'extinction finalement de l'éclairage public au meilleur moment dans la journée. Comme on expliquait plusieurs fois, vous avez certainement déjà vu dans des rues l'éclairage public allumé alors qu'il fait jour. Ça, c'est que derrière, il y a une horloge mécanique. Et donc là, vous consommez finalement sur l'ensemble des points lumineux rattachés à cette armoire 1 heure de fonctionnement. Pour rien, parce qu'il fait jour. Donc, elle est là, l'économie. C'est-à-dire que vous aurez toujours le service dans la nuit, parce que c'est allumé, mais c'est l'allumage, finalement, le jour, qui était inutile, qu'on va enlever. Et d'ailleurs, il y a une interrogation. Les horloges permettent-elles de gérer 2 programmations différentes pour 2 départs du même secteur? Oui. Voilà, réponse claire. Même plus. Et là, après, ça sera pareil au cas par cas où on vous expliquera en termes de départ et en termes de canal dédié. Nous, on restera toujours sur le schéma type qui est un canal dédié pour le permanent, un canal dédié pour le temporaire. Et après, derrière, il y aura plusieurs départs possibles via ces canaux. Ouais. Pour faire un peu le spectre de ces horloges-là, on peut avoir entre 2 et 3 canaux différents, c'est-à-dire 2 ou 3 programmes différents. Comme j'expliquais, ces horloges, elles reconnaissent le jour. Donc, on peut programmer le 14 juillet, on éteint à telle heure. Et on peut aussi lui dire que tous les samedis, on éteint à telle heure. Elle reconnaît tout ça. Alors qu'une mécanique, elle ne sait même pas quelle jour on est. Elle connaît que l'heure. Il y a plusieurs questions. Oui. Alors, on va traiter une par une, et qui sont relatives au fait que je suis en maintenance. Est-ce que je peux candidater à la phase du Nord? En l'espèce, la première, c'est la ville d'Ancenis qui va adhérer au 1er janvier prochain à la compétence maintenance et qui, en plus de l'investissement, et qui s'interroge, est-ce que la ville doit déjà candidater sur la phase 1? Alors, elle ne pourra pas candidater malheureusement sur la phase 1, puisque comme je l'ai détaillé tout à l'heure dans le plan de phasage, vous serez un nouvel adhérent 2023-2024. Donc, malheureusement, vous interviendrez dans la phase 2 du plan de déploiement. On va commencer l'intervention, vous ne serez pas encore adhérent. Voilà, Les parce que qui seront prioritaires sur la phase 2. Voilà, vous serez prioritaire sur la phase 2 puisque vous serez adhérent à la compétence maintenance. Et du coup, qu'on soit bien, voilà, question en lien. Pour les communes qui peuvent bénéficier de la phase 1, si nous n'adhérons pas à la maintenance, quelle était l'autre condition liée à l'EPCI? Les communes en gris, donc sur la carte, sont-elles forcément exclues de la phase 1 et potentiellement incluses pour la phase 2? C'est ça. C'est ça. Donc le montant maximum sera mobilisé par commune. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire quelles seront les modalités financières sur la phase 2. On y travaille avec l'État pour essayer de satisfaire toutes les communes du département. Voilà. Mais obligatoirement, vous serez les communes en grise dans la phase 2.
Et par contre, oui, je tenais à préciser un élément. Je rallume ma caméra, c'est peut-être plus commode. Voilà. Je tenais à préciser un élément par rapport aux EPCI. Quand on parle des EPCI qui sont incluses dans la phase 1, c'est bien le patrimoine des EPCI. Ce n'est pas les EPCI en tant que somme, on va dire, des communes du territoire. Donc, c'est vraiment par rapport à la question qui semblait sous-jacente, quelle était l'autre condition liée à l'EPCI, c'est vraiment plutôt le patrimoine d'éclairage public de l'EPCI en propre, hein, donc il y en a, et qui est concerné par cette opération. Est-ce que ça répond à votre question? On s'aperçoit bien aussi que dans les communes, quand on a des horloges de différentes qualités, on a des décalages dans l'éclairage public. Et c'est souvent les gens, comment que ça se fait que ça soit allumé dans tel quartier, que c'est éteint chez moi. Oui. Alors, ça va résorber ça. Oui. Par contre, il faut être clair, ça ne va pas s'allumer dans la seconde précise. Mais voilà, le delta il sera inférieur à 1 minute sur le fonctionnement. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de 1 minute. Mais aujourd'hui, voilà, les technologies. On a quelques heures. Les technologies étant rationalisées sur 2 modèles, obligatoirement, vous aurez plus de cette disparité. Voilà. La minute, c'est le réglage, en fait. Y a-t-il d'autres questions? Profitez-en. On a encore un peu de temps devant nous. Si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, les services sont à votre dispo pour. Tout à fait. Disposition. Oui. Ah, Excusez-moi, oui. moi j'ai une question. Bonjour, Dominique Geoffrey, FRC, donc vous connaissez un petit peu. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à vous. Moi, c'est la question, est-ce que vous, le jour du contrôle des horloges, est-ce que vous prévenez les collectivités du passage ou vous le faites sans? Parce que nous, on a eu un petit problème au niveau de l'éclairage. Cité-L'Homme était passé, il n'avait pas prévenu. Donc voilà, c'était ma question. Alors, nous, c'est une très bonne question. Ce matin, j'étais en commune et j'ai bien rappelé que le message que je demandais à tous les prestataires, peu importe la zone géographique, c'était de prévenir de leur intervention obligatoirement en passant un petit coup de téléphone ou en allant voir les services des mairies en disant « Bonjour, je suis l'entreprise et je viens intervenir sur l'éclairage public du patrimoine ». Donc, ils ont l'obligation de le faire. S'ils ne le font pas, derrière, je m'en assurerai auprès d'eux qu'ils le fassent. Merci, Anthony, c'est parfait. D'ailleurs, pardon, dans le planning, c'est vrai qu'on va vous contacter pour essayer d'identifier des plages d'intervention. Donc, on ne sera peut-être pas à l'heure près, mais vous saurez probablement la semaine à laquelle on intervient. C'est bien l'idée de cette phase de planification qui commence à la rentrée. Merci, Christelle. Merci. Qui demande la parole? Monsieur Étienne Marc, pardon? Oui, bonjour, Étienne, mairie d'Herbray. Nous, aujourd'hui, on a une horloge donc radiolite là, sur un parking d'une salle polyvalente à caractère socio-culturel. Oui. Donc, c'est moi qui la pilote via la plateforme BH Technologies. Donc, en fonction des locations, que ce soit pour des mariages ou pour des événements culturels. Donc, ça, demain, à l'avenir, c'est amené à changer. Ça ne sera plus moi qui pilotera l'allumage et l'extinction. On est en train d'étudier ce cas-là où, en fait, c'est un parking. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie de circulation, c'est uniquement le parking de la salle des fêtes. Ouais. C'est de savoir si c'est bien ça, uniquement le parking. Oui, c'est ça, c'est uniquement le parking. Voilà, on a quelques communes qui ont justement ce dispositif de pilotage en fonction des réservations de salles, mais dans ces cas-là, on dit qu'il faut que ce soit uniquement le parking, pour ne pas impacter, si vous voulez, les arrêts territoriaux et le domaine public. D'accord. C'est pareil que c'est un cas spécifique, c'est des cas spécifiques qu'on est en train On de voir. reviendra vers vous ultérieurement voilà, pour ces cas spécifiques. Très bien, d'accord. Merci. Merci à vous. On a plusieurs questions dans le fil de discussion. Oui. Très bien. Donc, il y a une question de collectivité pour la phase 2. Est-ce que les collectivités de phase 2 doivent s'inscrire avant le 13 juillet ou pas? Donc, ça veut dire les communes de niveau 1 et les communes qui n'ont pas la maintenance. Très bonne question. Alors, Si, on peut dire les communes de niveau 1, oui, parce qu'on en aura quelques-unes. C'est ça, parce que nous savons que voilà, entre les communes de niveau 2, de niveau 3 et les EPCI qui adhèrent à la maintenance, nous n'allons pas atteindre le chiffre de 80 collectivités cibles. Donc, on vous demande de prendre rang pour toutes les collectivités sur cette phase 1. Et ensuite, derrière, on reviendra vers les collectivités qui n'ont pas été retenues dans cette phase 1 et qui n'ont pas la compétence pour certains investissements et qui seront en phase 2. Mais pour toutes les communes, on vous demande quand même de nous dire si oui ou non vous souhaitez adhérer à ce programme de déploiement. Et du coup, la question qui
voilà, dans la suite presque logique, pour les communes qui ne peuvent pas bénéficier de la phase 1, conseillez-vous d'attendre 2024 avant de signer tout devis de remplacement des horloges? Très bonne question. Oui, on vous conseille de le faire. Maintenant aussi, il faut bien dire qu'aussi, comme le précisait Fabien, il y aura obligatoirement des décalages entre vos horloges qui sont des mécaniques, des premières astronomiques et des 4e générations. Et donc, vous allez malheureusement avoir des disparités d'allumage et d'extinction de votre éclairage public. Ça, il faudra juste en avoir conscience et peut-être véhiculer cette information-là à vos administrés. Mais on vous conseille vraiment de s'inscrire quand même en rang lié au formulaire. Et de toute façon, on reviendra vers toutes les collectivités pour dire l'intérêt ou pas, oui, et le fait que vous êtes retenu ou pas. Si vous ne vous manifestez pas, finalement, on ne verra pas vers vous et vous pourrez finalement passer à côté de la phase 1 et aussi de la phase 2. Oui. Donc, je pense qu'il vaut mieux s'inscrire et on revient vers vous pour vous dire si vous êtes en phase 1 ou en phase 2. Une question un peu technique, me semble-t-il. Si l'armoire EP n'est plus alimentée, l'horloge S4 garde-t-elle sa programmation horaire et journalière? Oui, oui. Il y a une pile à l'intérieur, elle conserve plusieurs mois le programme. C'est ça. Elle a de la mémoire. Oui. Que n'a pas une horloge mécanique. Et voilà. Je reprends l'horloge mécanique, c'est la pendule de votre cuisine. Vous enlevez la pile, vous la remettez, elle a le décalage. Bonne comparaison. À Sainte-Reine de Bretagne, on s'interroge, pouvez-vous nous renvoyer les tarifs des différents niveaux de prestations? Oui, bien sûr, on vous enverra les tarifs. On renverra en même temps que le support de présentation du webinaire. Quand pensez-vous pouvoir être en mesure de nous donner les modalités financières de la phase 2? Alors, en fait, pour tout vous dire, on aurait aimé pouvoir communiquer avec vous sur l'ensemble des informations, mais vous avez peut-être aperçu qu'en fait, l'État nous a confirmé sa participation sur la phase 1 le 13 juin. Donc, on a vraiment été très juste au niveau communication. On tenait vraiment à vous informer avant l'été. Donc, on vous a dit tout ce qu'on savait pour la phase d'hiver 2023-2024. Et donc, pour la phase 2, on va de nouveau discuter avec l'État parce que l'objectif des élus de TE44, c'est de pouvoir servir toutes les communes. Sur la phase 2, on a des communes qui n'ont pas pris la maintenance auprès de TE44. Ça veut dire qu'ils ont leurs propres prestataires et que ces communes ont un parc qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on a une question sur le nombre d'horloges qui auraient à changer, etc. Autant sur la phase 1, on connaît le parc, on sait quelle est l'envergure, mais sur la phase 2, on n'a pas encore pu analyser ça. Donc, ça fait partie des grands inconnus de cette phase 2 et de fait des inconnus de reste à charge pour chaque commune en fonction de l'ampleur de l'opération. Et donc, on s'est donné comme objectif dans le planning de pouvoir vous informer avant la fin de l'année, donc fin novembre, début décembre, dans l'objectif que vous puissiez intégrer ça éventuellement à votre budget 2024 s'il y a un budget à prévoir. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? On voit des petits pouces qui apparaissent. Oui, Ok. merci beaucoup. Merci. Je ne vois pas d'autres questions sur le fil. Y en a-t-il certains d'entre vous souhaitent-ils s'exprimer, interroger les services? Ce que je voulais rajouter, je pense que TE44, comme la préfecture, ont intérêt à avoir une uniformité sur l'éclairage public, sur les horloges. Donc pour eux, c'est aussi un objet de communication en montrant qu'on est exemplaire dans ce niveau-là, au niveau de la Loire-Atlantique. Donc on espère une bonne nouvelle aussi pour l'année 2024, pour la deuxième phase. Très bien. Je souhaitais, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, encore une fois, les services se tiennent à votre disposition. Voilà, sachez que donc, vous allez recevoir, comme il a été dit tout à l'heure, le diaporama, enfin le webinaire, etc., que vous pourrez également très prochainement retrouver sur notre site internet, le LinkedIn, donc le réseau social professionnel LinkedIn avec la page TE44, sur notre chaîne YouTube et puis sur le site de notre SEM ENR 44. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions ou précisions, peut-être Moi, je vais remercier toutes les personnes derrière leurs écrans de nous avoir écoutés et je pense être intéressés par le sujet. Je remercie les équipes et toutes les équipes qui ont travaillé sur ce fond vert qui nous avait passé beaucoup de temps. Et puis, on a été au départ, c'est vrai que quand on nous a prévu 300 000 €, donc je crois que ça faisait 1 800 € par commune. Donc, c'était très, très faible. Donc, on arrivait à quelque chose de vraiment très intéressant.
Donc, merci à tous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. À Bonne fin de journée. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Allez, au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.